Bonjour à tous, bienvenue sur Global Africa Télé Sud. Aujourd'hui, donc, on est dans Afrofoot, déjà la 5e émission. Merci à tous de nous suivre. On voit que vous réagissez de plus en plus sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok et aussi YouTube. Donc, vous pouvez le voir, je remplace Malik. Il reviendra sans doute la semaine prochaine avec grand plaisir. Avec moi, à mes côtés, on a Lucas. Salut Lucas, ça va? Salut Alexandre, ça va et toi? Bah écoute, ça va, tranquille. Moi, petite semaine un peu compliquée. Tu le sais très bien, après ma grosse erreur de la semaine dernière où j'ai parlé du Ghana à la CAN. Ouais. Bon, ils se sont qualifiés hier pour la Coupe du Monde officiellement en battant les Comores 1-0. Donc on avait parlé déjà du Ghana, mais effectivement j'ai fait une grosse erreur en confondant les deux compétitions. Ça arrive même au milieu. Voilà, on voulait faire le petit à tout, mais présenter mes excuses aux téléspectateurs qui n'ont pas manqué de le souligner. C'est vrai. Désiré, comment tu vas Désiré? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, comme tu peux le voir, on est là. Et on a Léo aussi à mes côtés. Léo. Ça va Alex? Bah écoute, ça va aussi, ça pareil. Va. Hein. Bah ouais, ça fait plaisir de te voir là. Ouais, ça fait plaisir aussi. Et on a Stéphane de 100% Sport. Ça va Stéphane? Bonjour, ouais, très heureux de revenir. C'est la deuxième fois que je viens dans cette émission et super content. Parfait. On va commencer. Je voulais revenir, Lucas, ta chronique. Tu vas nous parler, dans Crack Légende, tu vas nous parler de quel joueur aujourd'hui? D'une grande légende, de Roger Mila. Roger Mila. Et toi, Désiré, donc tu auras Foot Panorama. Exactement, où je vais revenir sur tout simplement les résultats de cette 9e journée de qualification pour la Coupe du Monde. Ouais. Et aussi en partie ce qui s'est passé hier pour la 10e journée, parce qu'elle a déjà commencé la veille. Et enfin, en démission, ça sera du coup le prochain contrôle, où là, je ferai un point sur les matchs à suivre pour cette clôture de la phase de qualification. Ça marche, et restez avec nous parce qu'on aura donc notre chronique Le Foot à plat. Et donc aujourd'hui, on va parler des sélections africaines, joueurs binationaux, choix du cœur ou choix par défaut. On va commencer sans plus attendre avec donc, notre chronique Le Cash Chrono. Et j'ai envie de commencer par toi, mon petit Léo. Panthère du Gabon. Moi, je voudrais parler de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a marqué un quadruplé face à la Gambie dans la victoire du Gabon 3-4, puisque ça se joue en Gambie. Ça permet, déjà c'est un quadruplé historique, parce qu'il n'y a que 6 joueurs africains qui l'ont fait dans les qualifications. J'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé trace d'un joueur gabonais ayant un jour inscrit un quadruplé. C'est que le deuxième quadruplé de la carrière d'Aubameyang. Le premier, c'était avec Dortmund en 2016. Et aujourd'hui, ça permet au Gabon d'envisager de se qualifier pour la Coupe du Monde, même si ça va être un petit peu compliqué, parce qu'il faudrait qu'ils gagnent leur dernier match et que la Côte d'Ivoire fasse un mauvais pas, sachant que c'est une équipe qui a pris 0 but pendant les qualifs, ça risque d'être compliqué, mais ils vont finir assurément deuxième et donc pouvoir jouer leur chance jusqu'au bout, quoi. Ça marche, je voulais peut-être réagir dessus, Aubameyang, qu'est-ce que vous en pensez? Énorme exploit. Ce qui est un peu dommage justement, c'est qu'il faut, je crois que le Gabon joue le Burundi, c'est ça, pour son dernier match, et il ne sera pas là parce qu'il a fait, il a pris un deuxième jaune, quoi. Il s'est fait expulser à 5 minutes de la fin de son match. Ça ternit un tout petit peu son exploit, mais bon, déjà il a permis, je pense, grandement d'être au Gabon de terminer deuxième, de probablement terminer deuxième au pire de sa poule, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être barragistes, quoi qu'il arrive. Ok. Ça marche. Stéphane, je voulais rester avec toi parce que tu voulais nous parler d'un Camerounais qui affole l'Europe. Oui, alors justement, il affole l'Europe parce que bon, c'est vrai que le Cameroun n'est pas non plus actuellement dans la meilleure phase de ses résultats. Et il y a un petit jeune qui a fêté sa première sélection lors du dernier match contre l'île Maurice, qui s'appelle Karl Eta Eyon, qui joue à Levante. Il était à Villarreal en début de saison. Il a même joué au mois d'août quelques matchs. Il a été transféré. Il a été transféré par exemple, pour 3 millions d'euros, ce Camerounais qui fête ses 22 ans demain. Et aujourd'hui, sa valeur marchande est déjà à 20 millions. Et on parle éventuellement d'un transfert, peut-être même dès cet hiver, à Manchester United pour 30 millions d'euros. Donc c'est quand même incroyable en 6 mois d'être passé d'avoir une telle valeur marchande. Ça peut donner aussi un bon coup de main au Cameroun pour la CAN, parce que je pense qu'il est quasiment assuré de jouer la CAN, parce qu'ils ont des buteurs quand même un petit peu vieillissants et ils cherchent un peu du talent en attaque. Donc ce jeune, je pense qu'il est à suivre quand même. Il est arrivé très, très jeune en Espagne, à Cadiz d'abord, après il a été à Villarreal chez les jeunes, puis il a passé une saison souvent sur le banc, et puis là il a été transféré, il a né à 5 buts et 3 passes décisives en 8 matchs depuis le début de la saison. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais, il fait un très très bon début de saison. Ouais, Lucas, toi qui aimes bien les petites pépites, tu le connaissais ce petit Karl Eta Eyon? Non, franchement, je ne le connaissais pas. Ah, tu ne connaissais pas, donc grâce à Stéphane. À suivre. Peut-être que vous l'avez découvert. J'ai d'autres chouchous, moi.
Tu as d'autres chouchous. Je reste avec toi, Lucas, parce que tu voulais nous parler de Akor Adams. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine, mais du coup, Akor Adams, qui est l'attaquant de Séville, il y a eu un article sur son arrivée. Un très bon début de saison, Akor Adams. Un bon début de saison. Et en fait, il y a un rapport du FC Séville qui a été révélé cette semaine et en fait qui fait état que le joueur, quand il est arrivé au FC Séville, il y avait des séquelles psychologiques du fait de son passage à Montpellier et qu'il aurait suivi en fait du harcèlement moral, notamment de la part de ses coéquipiers. Donc aujourd'hui, il y a notamment Wabi Kazri, qui était le joueur qui aurait été favorisé par le vestiaire de Montpellier pour à l'encontre de Akor Adams, qui a répondu. Toujours est-il que c'est les médecins du FC Séville qui ont établi qu'il y avait eu des séquelles psychologiques suite à son passage à Montpellier. Et sans polémiquer sur ce cas-là, on entend souvent des histoires qui sont assez toxiques sur les vestiaires et on ne met jamais les mots qui conviennent, du style harcèlement ou autre. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait eu des articles sur ça en Espagne, qu'ils aient été repris en France, qu'on ait mis en lumière cette situation. Parce qu'en général, les clubs, ils ne font rien pour ça. Ils laissent le vestiaire se déchirer ou pas. Tant que les équipes marchent, ils vont très peu prendre de décisions. Donc voilà, je trouve ça bien qu'il y ait des articles qui parlent de ça. Et on espère que les clubs vont faire à l'avenir le mieux pour qu'il n'y ait pas de harcèlement dans les vestiaires. C'est important que tu dis ça parce qu'on sait que le foot, quand même, c'est un milieu où il y a pas mal de séquelles psychologiques qui sont laissées, notamment dans les centres de formation aussi, dès plus jeunes. Donc c'est important que. Et étant très compétitif, on sait que les joueurs sont souvent en concurrence les uns avec les autres. Donc effectivement, c'est pas facile d'être à côté de celui qui va peut-être prendre ta place, va peut-être faire baisser ton salaire, va peut-être te faire aller dans un autre club. Mais au-delà de ça, c'est tous des hommes et il faudrait qu'ils puissent se respecter les uns les autres. Ça marche, merci à toi. On va passer à Désiré pour ce dernier cash chrono. Désiré, tu voulais nous parler de l'Algérie. Oui, effectivement, parce qu'ils retrouvent la Coupe du Monde 12 ans après leur dernière qualification en 2014. Et je sais qu'ils ont vécu, tout le peuple algérien, justement, un traumatisme pour la Coupe du Monde 2022, avec en plus des décisions arbitrales hyper litigieuses face au Cameroun. Et c'est pour ça que je voulais les saluer, parce que je sais que ça fait plaisir au peuple algérien de retrouver enfin la compétition, d'autant plus qu'en 2014, on se rappelle, ils avaient fait un énorme parcours face jusqu'à l'Allemagne, où ils ont dû employer Neuer en tant que gardien libéraux même. Donc franchement, je tiens à saluer, et j'espère de tout cœur qu'ils feront une bonne compétition à nouveau. On sait en plus qu'il y a beaucoup d'Algériens qui nous regardent, donc exactement. À mon avis, ils vont être nombreux à réagir, sachant que c'est la dernière Coupe du Monde de Mahrez, t'as vu, il l'a dit. C'est ça. Donc voilà, on espère que pour l'Algérie que ça va se réussir. Oui, il a précisé, il a dit je ne suis pas Ronaldo. Voilà. On va rester avec toi juste après ce petit cash chrono. On a la chronique donc de Désiré Foot Panorama, où il va nous parler de toutes les actualités footballistiques juste après le jingle. Désiré, on reste avec toi du coup. Est-ce que tu peux nous faire un petit refresh de toutes les actualités footballistiques, s'il te plaît? Exactement. Alors on attaque avec les 3 nouveaux qualifiés de la zone Afrique. Officiellement, tout d'abord l'Égypte qui, après sa victoire 3-0 à Djibouti, a terminé en beauté sa phase de qualification devant son public en battant la Guinée-Bissau 1-0, but de Mohamed Hamdi. 26 points remportés sur 30 possibles pour les Pharaons. Ensuite, l'Algérie qui s'est imposée 3-0 en terre somalienne. Amoura s'est illustré par un doublé et Mahrez y allait aussi de son petit but. Donc les Fennecs, comme on l'a dit, retrouvent la Coupe du Monde 12 ans après leur dernière qualification. Enfin, le Ghana, grand absent de la prochaine CAN, on le rappelle, s'est aussi invité à la fête hier soir pour son dernier match de groupe grâce à Kudus, unique buteur du match face aux Comores. Parmi les autres pays déjà qualifiés, la Tunisie a atomisé son adversaire Sao Tomé et Principe 6-0. Première titularisation et premier but en sélection pour Ismaël Garbi, le Titi parisien. A noter que c'est la première fois de l'histoire que le trio du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, est qualifié ensemble pour un mondial. Le Maroc, quant à lui, a disputé un match amical face au Bahreïn en gagnant 1-0 sur un but d'El Yamik qui permet aux Lions de l'Atlas d'enchaîner une 15e victoire de suite. C'est un record. Le Maroc a disputé ce match amical car son adversaire devait être l'Érythrée, sauf que cette dernière a déclaré forfait pour ses éliminatoires et donc, conséquence, la CAF et la FIFA, dans un souci d'équité, ont alors envisagé de faire un rééquilibrage de points au sein des autres groupes de 6, car le groupe E, celui du Maroc, n'en a plus que 5. D'après Sport News Africa, le nouveau règlement de la CAF stipule que les résultats obtenus contre les derniers de chaque groupe ne seront pas pris en compte pour le classement des meilleurs deuxièmes en raison du forfait de l'Érythrée. Les 4 meilleurs deuxièmes se disputeront donc une place de barragiste lors d'un mini-tournoi en novembre au Maroc. Pour le moment, le Gabon, qui l'a emporté 4-3 contre la Gambie, grâce au quadruplé d'Aubameyang, est la seule équipe assurée d'être au minimum barragiste. Les 3 autres places de barragistes vont se jouer entre le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, la RDC et l'Ouganda. Sans le retrait de ces points, face aux derniers de chaque groupe, le Gabon, Madagascar, la RDC et le Burkina Faso auraient été les équipes qualifiées pour les barrages à l'instant T.
La décision officielle est attendue d'ici la fin de la journée. Madagascar, qui a raté le coche hier soir pour son ultime match avec un revers 4-1 face au Mali, se retrouve dans l'attente de cette décision. Parmi les déceptions, le Mali et la Guinée sont les grands absents de cette qualification pour la Coupe du Monde et donc sont éliminés. Les larges victoires de la Côte d'Ivoire 7-0 contre le Kenya, du Sénégal 5-0 face au Soudan du Sud. Contre les Seychelles, je te coupe, c'était contre les Seychelles. Ah oui, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ah oui, contre les Seychelles, C'est pardon. le dernier match, je crois, non? Le dernier match, c'est contre le Kenya. ouais. Oui, voilà, c'est contre le Kenya, le dernier match. Voilà, contre les Seychelles, le Sénégal 5-0 face au Soudan du Sud, les rapproche de plus en plus vers le mondial. Mais le Bénin et le Cap-Vert sont quand même en ballottage favorable aussi. Et on fera un point plus complet la semaine prochaine lorsqu'on aura à nouveau tous les résultats. Merci à toi, Désiré. Voilà, on va faire un peu de foot fiction. Admettons que les grands favoris soient qualifiés pour cette Coupe du Monde. Quelle équipe africaine, quelle sélection vous voyez aller le plus loin, à votre avis? Lucas, on va commencer par toi. Est-ce qu'on va reparler du Ghana ou pas? Non, moi je pense que, plus sérieusement, je pense que les équipes les plus expérimentées et les plus complètes, c'est le Maroc et le Sénégal. Et je pense qu'on est beaucoup à voir. C'est pareil que pour la CAN, pour toi, ce sera pareil. Ouais, mais après, encore plus parce que des fois, comment dire, la CAN, on sait qu'il y a des contextes particuliers, qu'il y a des équipes un peu surprises et que c'est des fois assez compliqué à pronostiquer, alors que la Coupe du Monde, très élargie, avec des sélections qui seront assez faibles, je pense avec des matchs faciles pour se mettre en confiance. Je vois effectivement le Maroc et le Sénégal aller, pour moi ils doivent viser les quarts de finale minimum, et je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas très loin derrière à devoir des résultats positifs impératifs, parce que vraiment ils commencent... ça ne joue pas encore très bien, je trouve, la Côte d'Ivoire, mais le vivier, les derniers joueurs qui émergent même depuis la CAN, je pense à Karim Konaté, l'attaquant. Ils ont, tous les passes commencent à être complets. L'équipe de Côte d'Ivoire doit vraiment performer aussi. Donc voilà, moi, c'est les 3 équipes que j'attends particulièrement au tournant pour cette Coupe du Monde. Ok, Stéphane, peut-être toi, un ou deux favoris ou... Non, je pense, je vais dire un petit peu comme Lucas, je vais plutôt... Oui, le Maroc, c'est sûr et certain. Déjà, on sait que la structure de préparation, la structure du groupe... Après, quand je vous dis ça, c'est dans mon esprit minimum quart de finale. Hein. Oui, tout à fait. Bah, le Maroc était demi-finaliste en 2022, donc ils peuvent tout à fait. Maintenant, après, ça dépend déjà des tirages au sort, hein, de la phase finale. Et puis, on va voir ce qui va se passer. On ne sait pas. Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc sont des équipes, qui postulent en tout cas à ces quarts de finale, selon moi. Mais encore une fois, je pense que ça va jouer encore plus que les talents. Pour les équipes africaines, je pense que ça se joue aujourd'hui pour rivaliser jusqu'au quart de finale dans la préparation, les moyens, tous les moyens techniques. Le football est de plus en plus technique, hein, les entraînements, les prises de renseignements sur les joueurs et tout. Et ça, c'est une notion, on pourra en discuter très longtemps, sur laquelle l'Afrique a fait un grand pas en avant, a comblé beaucoup de son retard, mais a eu pendant longtemps beaucoup de retard par rapport aux équipes, notamment les équipes européennes. Donc on va voir, ça va dépendre un petit peu de ça. Du coup, généralement, c'est souvent les mêmes, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire. Peut-être vous avez eu une petite surprise Non, moi je vais rejoindre mes collègues et je pense que le Maroc sera certainement l'équipe qui va aller le plus loin en Coupe du Monde. Le Sénégal, pas loin derrière, effectivement. Tu parlais de viser l'écart, je pense que c'est l'objectif et que ça doit être l'objectif. D'ailleurs, ce n'est pas une question de est-ce qu'ils peuvent le faire, mais ils doivent le faire, parce que c'est important pour le football africain. Mais il y a une équipe, moi, que j'attends un petit peu au tournant, c'est la Tunisie. Parce que c'est une équipe dont on parle beaucoup, parce qu'elle est tout le temps qualifiée dans les compétitions internationales, mais elle a souvent du mal à y performer. Et moi, j'ai envie de voir cette équipe enfin passer un cap. Alors, je ne parle pas de prétendre à une victoire finale ou même à une demi-finale, mais sortir de la phase de poule. C'est le minimum syndical, j'ai envie de dire. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Et pourquoi pas passer un tour? Pourquoi pas un deuxième? Mais j'ai envie de voir cette équipe enfin s'affirmer au niveau qu'on lui connaît sur la scène continentale et enfin s'exporter à l'échelle mondiale, en fait. Ok, toi, Désiré, peut-être effectivement, pareil, c'est-à-dire que le Maroc a en plus 15 victoires d'affilée. On attend qu'ils confirment leur dernière Coupe du Monde. Ils ont terminé 4e. Puis le Sénégal aussi, ils sont sur une série de 25 matchs sans défaite. Aucune équipe ne fait mieux dans le monde. On attend aussi qu'ils confirment en Coupe du Monde. Et en plus, cette année, en 2026, ce qui sera bien cette fois-ci, je l'espère, c'est que cette fois-ci, il y aura Mané. Parce qu'on se rappelle qu'il a été absent, grand absent avec le Sénégal lors du dernier mondial. Et on se rappelle du revers face à l'Angleterre, même si
je ne dis pas que sa présence aurait changé le résultat. Mais il est même moins indispensable qu'avant. Quand tu vois C'est Nico ça. Jackson, les Effectivement. performances d'Iliman Ndiaye aussi, tu vois qu'en fait, offensivement, il y a des ressources au Sénégal et que Sadio Mané, il peut même être un joker, C'est ça. un joueur d'expérience qui va accompagner son groupe, plus qu'un joueur sur lequel on va tant compter. Et c'est là que je dis que le Sénégal a progressé. Ils ont vraiment des ressources pour moi aussi. Quart de finale, pour au moins le Maroc et le Sénégal, c'est le minimum. Et je pense que ça va être l'objectif pour la Côte d'Ivoire aussi. De toute façon, si les pays africains ils veulent aller le plus loin possible, il faut qu'ils y croient eux-mêmes parce que personne ne va croire à leur place. Par contre, il y a un point que on verra au fur et à mesure de la saison. On Mais va pas faire trop long. On va ouais, avancer un juste petit peu. un joueur comme Achraf Hakimi, moi j'ai hâte de voir dans quel état il arrivera à la Coupe du Ah oui, Monde physiquement. Voilà, avec, ça, c'est important. Ça, on aura le temps d'en avec discuter dans d'autres la émissions. Mais saison qui arrive. Quoi. c'est vrai que mais pas que lui, mais En partie en parce partie que lui, voilà, parce qu'on sait qu'il joue beaucoup de matchs, il se voilà, repose pas exactement. beaucoup. Donc c'est un sujet passionnant. On va avancer, du coup, on va se retrouver donc dans notre nouvelle chronique, nouvelle chronique non, une chronique normale, foot à plat, qui arrive, donc tout de suite le jingle. Donc le sujet de foot à plat de cette semaine, c'est les sélections africaines. Joueurs binationaux, choix du cœur ou choix par défaut. Je pense que ça peut diviser autour du plateau peut-être. On sait qu'il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier, pardon. Ziyech, Haller, les nouveaux, on a vu Lucas Zidane, on a vu Alban Lafont, Andy Delors. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, qu'est-ce que ça devrait être? Est-ce que c'est normal que le joueur fasse passer la sélection de ses origines avant? Qu'est-ce que ça vous évoque, Léo? On va commencer par toi. Moi, je pense que dans le choix des sélections par rapport à la binationalité, ça a évolué par rapport à il y a quelques années. Avant, c'était plutôt des joueurs considérés comme de seconde zone, peut-être qui allaient jouer en Afrique. Et c'était des joueurs avec, je veux pas dire vieux, mais avec plus d'expérience, voyant qu'ils ne pourraient pas occuper leur première sélection avec les grandes équipes européennes, qui se redirigeaient plus tard dans leur carrière, parfois même directement à la trentaine, vers des équipes africaines. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait, Stéphane en a parlé. On peut prendre le Maroc en exemple, parce que le Maroc, aujourd'hui, je pense que c'est le leader africain sur tout ce qui est détection de talent, infrastructure. On voit tout ce qui est mis en place pour la CAN. La politique sportive a Tout à changé. fait. Hein. La politique sportive, la politique de recrutement, le scouting qui est important aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup du scouting en club, mais le scouting en sélection nationale prend de plus en plus de place, parce qu'aujourd'hui, les sélections veulent sécuriser les talents dès 15 ans, dès 16 ans. 16 ans, ils appellent Dès les 15, parents, 16 ils ans, voient directement. Exactement. On a eu plein d'exemples. Il y a même Lamine Yamal, par exemple, qui est aujourd'hui peut-être le plus gros crack mondial. On en a parlé au Maroc. Il y a eu des réunions. Il a finalement opté pour l'Espagne. On peut prendre l'exemple de Chemseddine Talbi, le Belge qui a choisi de représenter le Maroc. En fait, aujourd'hui, voilà, il y a une évolution. Les joueurs sont plus jeunes. Les projets sont meilleurs aussi parce qu'on propose un véritable projet. Il y a des facteurs aussi. Comment dire? Aujourd'hui, tu peux aller, par exemple, dans une sélection africaine et peut-être occuper une place plus haute, moins te fondre dans le collectif que ce que tu aurais fait dans une nation européenne. Et puis voilà, l'attrait aujourd'hui, effectivement, de l'Afrique et de ses sélections, et elle est en croissance, et en croissance constante surtout. Et il y a au point même que certaines sélections, on en a parlé, mais même le Sénégal ou le Maroc aujourd'hui, tu prends les 11 joueurs, tu prends même un groupe élargi à 23, 24, 25, il n'y a plus tant de différence que ça, voire même pas de différence avec certaines des grandes nations européennes. Donc effectivement, je pense que ça évolue. Stéphane, ton avis dessus? Oui, il a tout à fait raison dans tout ce que tu viens de dire, Léo. Maintenant, ce qu'on peut après se poser la question, simplement un peu regretter, comme tu dis, c'est quel est le rôle aussi, ce qui a aussi pas mal évolué, c'est notamment pour le Maroc, par exemple, c'est très marquant pour le Maroc, mais aussi pour beaucoup d'autres sélections, sur cette espèce de scoutisme, justement, que je dis. Parce que, par exemple, on parlait avant l'émission d'un joueur comme Ayoub Boadi, le joueur de Lille. Ce type, je ne sais pas s'il a déjà 18 ans, quoi. Il a peut-être pas encore 18 ans. Il a grandi en France, il a été élevé en France, il a une culture française, plutôt à la base. Et
depuis certainement déjà 1 an, 2 ans, il doit très certainement avoir des contacts avec la fédération marocaine de football qui vient, comme ça a été le cas pour Yamal, même si je ne compare pas bien sûr Yamal à Boadi, mais comme ça a été le cas, pour essayer de lui dire de venir. Il y a aussi tout ça fait partie, quand on parle des nations qui vont avoir plus tard, ça peut être un Dembélé il y a 15 ans ou d'autres encore, qui essayent de détecter tous les joueurs qui sont susceptibles de jouer avec leur sélection. Et donc avec cette pression, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est le football qui avance, quoi. Alors après, choix du cœur ou pas, pour moi, la question, elle se pose pas trop, quoi. Je veux dire, sur le choix du cœur je pense un joueur comme Boadi, par exemple, son choix du cœur, je pense pas qu'il puisse être d'aller jouer avec le Maroc, quoi. Lui, il est pas marocain, il est né en France, il a une culture française. Donc, par contre, le choix pourra se faire si effectivement on lui propose de jouer à une Coupe du Monde, bah, peut-être qu'il va dire je vais aller jouer la Coupe du Monde avec le Maroc, parce que donc il va prendre la sélection marocaine. Donc, et moi personnellement, je n'en voudrais absolument pas. On a cette fameuse vidéo qui a tourné de Karim Benzema dans une émission sur RMC de Luis Fernandez il y a très longtemps, qui dit entre Algérie et un peu en déconnant, rien, on dit ouais. L'Algérie, c'est la famille, la France, c'est pour le travail, entre guillemets, quoi. C'est résumé ce qu'on dit là, mais bon, quelque part, il a choisi de jouer pour la France parce que à l'époque, je ne sais pas, en plus à l'époque, c'était complètement différent. Donc je pense qu'on ne peut pas trop leur en vouloir, mais ce qui se passe sur les phénomènes un petit peu nouveaux aujourd'hui, qui évolue aujourd'hui, c'est cette espèce de scoutisme où très jeune, on va déceler tous les joueurs qui peuvent. T'as le petit Attel, il est très bon. Tiens, on parle par exemple de Yacine Gimis, par exemple, qui est dans le viseur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, qui joue à Dunkerque, qui fait une très bonne CAN avec le Maroc et tout ça. Je veux dire, bon. Il doit y avoir une force pression pour que de toute façon ils choisissent le Maroc comme sélection et non pas la France, parce que je pense qu'il pourrait choisir l'équipe de France s'il voulait plus tard, quoi. Et je veux dire, c'est une bonne chose, ça met du scouting en place, ça donne des équipes un peu plus compétitives, mais je veux dire, ça vous choque pas après d'avoir une équipe non, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, moi. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose? Oui ou non, parce que ça vous choque pas d'avoir une équipe comme justement le Maroc, on les cite, Hakim Ziyech, il est Hollandais. C'est un Hollandais, Hakimi c'est un Espagnol, après Harit par exemple c'est un Français, Brahim Diaz c'est un Espagnol, etc. Et ça fait justement en fait des joueurs qui sont, on va dire, européens, et donc ça fait finalement une équipe du Maroc européenne avec juste des joueurs d'origine. Et donc une équipe très forte. Ça vous choque pas? Alors qu'un joueur comme Sadio Mané, on sait que Sadio Mané, voilà, c'est un vrai Sénégalais, il est né au Sénégal, il a été formé une partie de son enfance au Sénégal, etc. Donc il joue au Sénégal, c'est la suite logique. Est-ce que c'est pas choquant? Est-ce que même d'un point de vue, je veux dire, le peuple marocain, est-ce qu'ils finissent par se reconnaître? On ne peut pas se mettre à leur place, mais est-ce qu'ils finissent par se reconnaître à travers leur équipe? Est-ce que ça vous choque pas, Lucas? Alors moi déjà, je pense que quand les résultats suivent, c'est beaucoup plus facile. Déjà, d'une part. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas de vraie distinction à faire entre les gens qui ont grandi dans leur pays et la diaspora qui va jouer pour son pays d'origine à partir du moment où ce choix est sincère et qu'il a été fait dès le début de leur carrière. Là, on parle beaucoup de choix opportunistes. On a parlé d'Oussem Aouar, qui avait déjà honoré une sélection avec l'équipe de France avant d'aller jouer pour l'Algérie. Geoffrey Kondogbia, ça a été la même chose. Voilà, exactement. Il y en a. Sauf que là, par exemple, la ligne d'attaque de l'Algérie, ça va être qui dans les prochaines années? C'est Anis Hadj Moussa, qui donc joue pour l'Algérie. Il est né à Paris. Par contre, dès qu'il a commencé à jouer en professionnel, à 18 ans, 19 ans, il a choisi l'Algérie. Et il l'a dit. C'est ça. Et donc, je vais appuyer ton propos. Attends, et pour Ibrahim Maza, Amin Chaka, c'est pareil. Est-ce qu'on ne devrait pas privilégier ceux qui ont fait les sélections de jeunes? Bah écoute, tu vois, moi je parlais de joueurs comme ça, par exemple. On parlait du Maroc. Bilal El Khanous, qui est né en Belgique, qui a grandi en Belgique, il a quitté les U18 de la Belgique pour jouer avec les U18 du Maroc. On ne peut pas mettre en doute, alors que sa carrière professionnelle n'avait pas commencé. Il a commencé à faire après les U20 et les espoirs marocains avant maintenant d'être titulaire en A, enfin de jouer en A en tout cas. Et en fait, il a fait toutes les sélections de jeunes. Je pense que la question elle va au-delà. C'est très compliqué parce que là on parle de sélection nationale, on parle d'un choix qui est définitif. Je pense que ces joueurs ils ont des identités multiples qui pourraient jouer pour une ou deux sélections et qu'en fait ils font des choix qui leur appartiennent. Moi je veux vraiment pas les critiquer. Ça doit pas être évident. Exactement. Et tu vois que ça se joue partout. On parlait de la Belgique tout à l'heure. Et bah oui, Noah Sadiki et le Lillois Moukao, ils vont jouer pour le Congo. Ils étaient à peine professionnels qu'ils ont décidé voilà, nous on va pas représenter la Belgique, on va représenter le Congo.
Et effectivement, on peut regretter en fait que les joueurs soient formés ailleurs et qu'ils représentent notre nation, mais bon, c'est la diversité. Comme je l'ai dit, la diaspora, elle a autant pour moi de légitimité à jouer pour son pays d'origine que les joueurs qui ont grandi au pays. Et ça dépend de ce qu'ils ont, de ce qu'ils amènent. Et en l'occurrence, quand on voit des joueurs très très jeunes, je pense que la Gen Z, comme on dit aujourd'hui, les joueurs nés après 2000 sont beaucoup plus attachés à leurs origines. Donc, on voit que, en tout cas, ils n'hésitent pas à aller jusqu'au bout de leur démarche et de jouer pour leur patrie d'origine. Et on peut voir aussi d'autres cas. Par exemple, en France, on a Michael Olysée qui pouvait jouer pour le Nigeria, la France, l'Angleterre et je crois même une autre nation. Et l'Algérie, voilà, évidemment. De nations européennes, de nations africaines. Il a choisi la France. Personne ne peut dire exactement à Michael Olysée, tu appartiens à telle nation. Et toi, ça ne te choque pas, par exemple, que Michael Olysée, il ait choisi la France, mais pourtant, il ne parle pas français couramment, il a des difficultés? Non, ça ne me choque pas. Mais comme David Trezeguet, il y a 25 ans, il avait choisi de jouer pour l'équipe de France alors qu'il avait grandi en Argentine et que c'est juste son père qui avait joué à Rouen, l'avait mis au monde à Rouen. Il a choisi de jouer pour la France alors qu'il était à peine pro. Il ne pouvait pas savoir. Vieira aussi. Qui est né à Dakar, Makelele qui est né à jouer à Kinshasa, avant on ne le remettait pas en question en fait ça. Non mais là tu parles de où ils sont nés, où ils ont grandi. C'est ça. C'est complètement différent. Je veux dire, Drogba, il arrive en France, il a 8 ou 9 ans, il a joué pour la Côte d'Ivoire. Makelele, moi je connais pas les CV par cœur là. Trezeguet, Makelele et tout. Trezeguet, il a grandi, il arrive en France à 16 ans pour jouer à Monaco, pour faire les repérages, etc. Il a choisi de jouer pour la France. Moi, si son cœur le poussait à jouer pour la France, je n'ai absolument pas remettre ça en cause. Pour moi, en tout cas, les joueurs de une diaspora a autant de légitimité à jouer pour sa nation que les joueurs qui ont grandi. Ça, tout à fait. Maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est tout ça. Pas regretter, c'est comme l'évolution du football mondial aujourd'hui. Il est fait justement pour, comme tu dis, c'est contraire à ce que tu dis. À chaque fois, ils trouvent d'autres astuces. La dernière, c'est que si tu as joué même une sélection A quand tu avais moins de 21 ans, tu peux quand même jouer pour une autre sélection, même si tu as joué. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui date d'il y a peut-être maximum 10 ans, quoi, qui a été mis en place. Donc tout est fait justement contre ça. Parce que ça leur suffisait pas de dire ils ont joué en jeune, mais maintenant ils veulent jouer en A. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même, faut pas enlever, malgré tout ce que tu dis Lucas, faut pas quand même enlever qu'il y a une grosse pression de ces sélections, de ces grandes sélections africaines. D'ailleurs, c'est quand même. Les sélections européennes aussi font des pressions. Tout le monde fait des pressions. Je pense beaucoup moins. Je pense beaucoup moins. Parce que. Tu te rappelles de Nabil Fekir ? Nabil Fekir, la pression qu'il y avait eu à l'époque, c'était mieux pour l'OL pour le vendre plus tard. Exactement. Oui, d'accord. Mais c'est pas forcément la fédération française qui a fait de la pression. Comme la fédération belge n'en ferait pas ou les grandes sélections, c'est quand même ça coule de source, c'est logique quoi. Les grandes sélections, ils ont plus de. Ils le font plus tard. T'as plus non, et surtout t'as plus de licenciés, non, t'as plus de gens de licences, tu as plus de demandes, quoi, forcément, que les pays africains. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est incroyable, qu'on a tous dit que le Maroc était l'équipe qui nous donnait, qu'on pense qui a la plus grande chance d'aller loin à la prochaine Coupe du Monde. Et puis, Léo nous a très bien expliqué, ce qui est la vérité, c'est que le Maroc est peut-être aussi le pays africain qui est le mieux organisé au niveau de structure, de scouting et de tout ça. Et après, il y a des finances qui suivent, il y a exactement. etc. Mais il y a forcément une relation de cause à effet. Forcément. Donc, si je résume, en tout cas, pour vous, ça doit être un choix du cœur, c'est ça. Et je pense que ce que tu as dit, Lucas, pour résumer, c'est un peu une histoire de génération. C'est-à-dire que maintenant, ça se transforme plus en choix du cœur. C'est pas la même mentalité. C'est moins compliqué, sachant qu'il y a les infrastructures qui suivent, les projets sportifs, comme tu l'expliquais, Léo. Alors qu'auparavant, c'était plus un choix par défaut, donc avec les Kondogbia. Et même les équipes, on va prendre un dernier exemple, Hassan Diao, international sénégalais, qui à 18 ans pouvait choisir pour l'Espagne ou pour le Sénégal. Il a choisi d'aller jouer pour le Sénégal et sera sûrement un très gros renfort pour le Sénégal à l'avenir. Je voulais juste avoir l'avis de Désiré, qu'on n'a pas entendu sur le sujet pour l'instant. Moi, je pense que dans ces cas-là, peut-être, on se pose pour limiter justement la fuite, entre guillemets, de talents formés en sélection, par exemple, européenne, dans ce cas-là, peut-être limiter, c'est-à-dire dans le sens où il faudrait réglementer en disant que si tu débutes en sélection de jeunes, ça va compliquer les choses pour que tu puisses partir dans une autre sélection. Parce que si dès le départ, on explique aux parents et aux jeunes en lui-même que s'ils débutent avec la sélection française,
en catégorie de jeunes, bah, qu'après, c'est plus possible pour lui d'aller en sélection d'origine. Peut-être que du coup, il va y réfléchir. Ça, ce serait intéressant. Ça, mais pour moi, il faudrait. Après, est-ce que tu peux mettre cette pression-là à un petit qui commence ses sélections de jeunes en U16, U17 Il ne faudra pas s'étonner de Non, la parce fuite, que, justement. en fait, en plus, les enjeux financiers sont énormes. Oui. Parce que là, tout à l'heure, on parlait rapidement de Fekir, et ça date d'il y a déjà un moment, où il y avait une pression de la part de l'OL en disant que ce serait mieux qu'il accepte la France. Mais aujourd'hui, même quand on voit sur le marché des transferts, un jeune qui va être en U18 par exemple ou en U19 en équipe de France, à la Coupe du Monde par exemple là en U20, il va trouver forcément, puisqu'à cet âge-là, même à 16 ans ou à 15 ans, ils ont déjà tous des agents, des transferts, des trucs et tout, forcément il va avoir beaucoup plus d'ouverture, de gagner de l'argent et de faire des gros transferts, d'aller vers les gros clubs. Donc s'il doit choisir à ce moment-là une sélection moins en vue sur l'échiquier mondial, c'est vrai que là, il va y avoir un gros choix du cœur. Et je pense que si on fait ça, malheureusement, c'est quand même, je pense, les sélections africaines, par exemple, qui vont être les grandes perdantes, quoi, qui vont, je pense, être les grandes perdantes de ça. Maintenant, moi, je pense qu'on peut pas... Moi, j'en veux pas aux gens, j'en veux pas. Là, tu lui dis, bon, moi... Non, c'est un choix compliqué, je pense. Ouais. C'est juste les présidents de fédération et sélectionneurs, par exemple, on va dire pour les sélections africaines. Moi, je me rappelle d'Iñaki Williams, justement, qui n'avait aucun lien pour moi avec le Ghana. Et comme il savait qu'il y avait l'approche de la Coupe du Monde, parce que d'ailleurs, vous voyez que là, il y a aussi la Coupe du Monde qui se profile. Donc, c'est pas anodin que, par exemple, un Wan-Bissaka ait décidé pour moi de rejoindre les Léopards du Congo. Voilà. Et bah, c'est tout simplement. C'est quand même assez choquant. Quand même, c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est le rôle, dans ces cas-là, des sélectionneurs et des présidents de fédération, de se dire non, lui. Après, on ne sélectionne pas. On sait que de toute manière, dans le football et dans le sport et dans la vie en général, si les résultats, comme tu l'as dit Lucas, si les résultats sportifs suivent, s'il y a des bonnes performances, généralement ce sera rapidement oublié. Par contre, s'il y a des résultats sportifs moins bons, là forcément il y aura un gros revers de la médaille, je pense. On va avancer, on n'a pas trop le temps malheureusement. En tout cas, on a hâte d'avoir votre avis, c'était vraiment intéressant comme sujet. Maintenant, on va passer à la chronique donc justement de Lucas, tu préfères, entre Zambo Anguissa et Tchouaméni, juste après. Lucas, c'est à toi, je te laisse faire la petite présentation des deux joueurs que tu as donc choisis. Ouais, deux joueurs qu'on connaît bien. Je pense que c'est deux des tauliers du football européen, au moins à leur poste, au milieu de terrain. Donc Aurélien Tchouaméni, 25 ans, formé à Bordeaux, qui s'est révélé à l'AS Monaco, qui est depuis 3 ans, on peut dire maintenant, les tauliers du Real Madrid. Taulier du Real Madrid, direct. Oh, depuis 3 ans, Le terme oui. est fort hein, quand même. Oh, je dirais taulier. Mais ok, on va pas. Moi, je dirais taulier. Ça fait faire 3 ans qu'il est là. l'étymologie. Un des tauliers, non? Un des tauliers, c'est pas le taulier. C'est d'ailleurs le problème. Ah, Stéphane. Donc, un joueur polyvalent qui a dépanné notamment en défense centrale, mais qui donne sa pleine mesure au milieu de terrain, qui est notamment reconnu pour son jeu long et qui vraiment peut stabiliser une équipe, qui peut être un vraiment point d'ancrage pour le jeu collectif. On l'a vu à Monaco, on le voit plus rarement au Real Madrid, et on l'a vu récemment en équipe de France aussi. Et voilà, quand il arrive à s'exprimer, son jeu long fait en plus des merveilles. À côté de ça, on a Zambo Anguissa, qui a eu un parcours un petit peu moins linéaire, qui a été formé à Coton Sport au Cameroun. Il se fait d'abord remarquer par l'Europe à l'Olympique de Marseille, il va ensuite à Fulham, mais c'est surtout à Villarreal et à Naples qu'il explose en étoffant sa palette de jeu, où il devient vraiment un milieu relayeur très très complet, qui prend notamment confiance en sa technique. Et là, on va dire qu'il a passé un cap, puisqu'il est depuis, on va dire 3 ans, un des meilleurs milieux de terrain de Serie A. Lui, pour le coup, donc Tchouaméni, c'est 304 matchs pour 17 buts en pro, et pour Zambo Anguissa, c'est 372 matchs pour 15 buts en pro, et une 60aine de sélections avec le Cameroun pour Zambo Anguissa, et 43 sélections en équipe de France pour Tchouaméni. Donc on voit voilà, deux joueurs bien installés en sélection et dans des gros clubs européens. Lequel vous préférez? Maintenant, je vais appuyer justement ton propos. Je vais vous poser la question. Vous êtes directeur sportif, vous avez des millions d'euros, peu importe, on s'en fiche, vous avez budget illimité, vous devez faire votre équipe la plus compétitive, il vous manque un joueur à ce poste-là, vous choisissez qui entre Aurélien Tchouaméni et Zambo Anguissa? On va commencer par pour toi. une saison alors, parce que sinon la Pour une différence saison, jamais. à quel poste Pour la Et à quel différence. poste À quel poste Parce que c'est pas exactement J'ai le dit, même profil. il reste une place au milieu de terrain, Ok. tu as constitué ton Un équipe, 6-8, allez, on va tu dois choisir entre Aurélien Tchouaméni et Zambo Anguissa. Qui tu choisis? Désiré. Moi, je vais choisir Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, Ouais. pourquoi? Parce que pour moi, il est plus complet. C'est-à-dire qu'il peut faire box-to-box, il peut récupérer des ballons, il peut aussi se projeter vers l'avant, faire des passes justement verticales.
Et c'est vraiment un apport. Il a un abattage aussi physique énorme sur le terrain. Donc moi, je préfère Ozambo Anguissa. En plus, sa progression, elle est incroyable. Parce qu'on se souvient de là où il revient, à Marseille. On n'aurait jamais imaginé qu'il serait un taulier d'une équipe double championne. Il a fait quelques bons matchs, mais on ne pensait pas que d'Italie. À ce point-là. Ouais, c'est ça. Et donc franchement, pour moi, si Naples a été tout récemment deux fois champion d'Italie, c'est en grande partie justement parce que c'est une pièce maîtresse de l'effectif. Ok, Stéphane, qui tu choisis Là, c'est difficile de trancher. J'aurais peut-être une préférence pour Tchouaméni pour l'expérience, si je bâtissais une équipe, parce que je pense pour l'expérience. Je pense qu'il a plus d'expérience. Au haut niveau, tu veux dire De très haut niveau, Ligue des Champions. Finale de Coupe du Monde, quand même. Équipe de France, voilà. Donc peut-être, et encore une fois, tout ça est très subjectif parce que ça dépend des autres joueurs que tu as. Si tu as dans ton milieu de terrain, les autres, c'est des mecs qui ont 4 Coupes du Monde chacun, tu peux te permettre d'avoir quelqu'un qui a un peu moins d'essence. Pour l'expérience, peut-être, pour le joueur qu'il est, effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Désiré. La qualité box-to-box d'Anguissa, qui d'ailleurs, c'est pas tout à fait le même. Il est plus mobile, Anguissa. Ouais, Anguissa, c'est pas tout à fait le même poste, effectivement. Donc, Ryan Tchouaméni, ça fait pas partie des joueurs que je préfère. Donc, pour l'expérience, je dirais pour l'instant Tchouaméni. Ok, donc là, on est à un partout. Et peut-être, Léo, tu vas pouvoir trancher. Moi, je suppléerais Stéphane, déjà, parce que je trouve son argument sur l'expérience du très haut niveau valable. Il a gagné avec des champions, il a joué en Coupe du Monde, l'équipe de France, tout ce qu'on veut. Il joue au Real Madrid quand même. Tchouaméni, on parle beaucoup de lui, il a beaucoup été pointé du doigt ces derniers mois pour ses performances en deçà des attentes. Je pense qu'il y a quelque chose qui a fait que aussi ça n'a pas joué en son sens, c'est le fait qu'il ait été trimballé un petit peu au milieu, un petit peu derrière. Un joueur, c'est jamais bon, je pense qui ne se fixe pas à un poste. C'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup de stabilité dans ton équipe. On a parlé de son jeu long, qui est précieux pour une équipe aussi. Sa frappe de balle. Ses capacités de frapper de loin. On se souvient de son but contre l'Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde notamment. Voilà, je partirai sur Tchouaméni tout en saluant tout de même la progression de Zambo Anguissa, parce que personnellement je ne l'attendais pas à ce niveau-là et ce qu'il fait aujourd'hui. Okay. Mais s'il avait été aussi si transcendant que ça justement Tchouaméni, on ne l'aurait pas justement relégué à la place de défenseur. Mais moi je ne trouve pas qu'il soit transcendant justement. Je trouve qu'il est juste. C'est pour ça, parce qu'en plus il a bénéficié justement, il me semble en 2022, du départ incroyable de Casemiro vers United. Et donc là il y avait une place de numéro 6 qui se profilait pour lui. Et je trouve qu'il n'a pas saisi l'opportunité pour devenir un titulaire indiscutable. Je suis d'accord. Moi je pense un jeune joueur. Ouais, un jeune joueur. Ah oui, mais tu viens au Real Madrid, tu sais où tu mets les pieds. Je pense pas que Tu sais où tu mets les pieds. c'est pas un bon argument que tu donnes parce que si tu peux pas dire s'il a été si fort que ça, on l'aurait pas mis derrière. Ça a été justement le problème un peu du Real Madrid. C'est des choix d'Ancelotti, hein, c'est ses choix. La construction de l'effectif aussi. De la construction de l'effectif. Il y a eu beaucoup de blessés. Ils étaient tellement, ils le sont encore, ils sont même encore aujourd'hui, ils sont un peu en galère, mais ils étaient tellement mauvais derrière qu'au bout d'un moment, on peut comprendre un entraîneur qui dit, justement, je vais aller contre ce que tu dis, je mets mon meilleur joueur à l'endroit où on est le plus faible, où on a le plus besoin, quoi. Je pense que c'est surtout quand tu regardes les milieux de terrain, c'est comme si tu viens à parler de Valverde, par exemple, qui n'est pas du tout, moi non plus, un joueur que j'apprécie beaucoup. Pourtant, alors je te dis, donc tu vas me dire Valverde, c'est un super et tout. Alors pourquoi il joue un match sur 2 latéral droit, alors que lui n'aime pas et que c'est pas du tout son meilleur poste, en tout cas la saison dernière, ce qui a été le cas. C'est pareil. Non, mais je ne remets pas en question est-ce qu'il est bon, pas bon, c'est pas le débat de Valverde. Mais au contraire, les gens qu'on estime qui sont bons, qui sont forts, quand on a des points faibles, on se dit c'est les mieux placés pour les remplacer. Okay. Donc je pense pas que l'argument soit bon. Szoboszlai à Liverpool cette année aussi, qui est quasiment leur meilleur joueur et qui joue arrière droit pour dépanner. On va rester sur Tchouaméni et Zambo. Bien sûr. Mais moi, je dirais j'aurais dû poser la question différemment. Du coup, je vais te la poser à toi différemment. Tu as un milieu à 3. Tu préfères avoir 3 Zambo Anguissa ou 3 Tchouaméni?
Alors, Et oui, là c'est déjà comme ça. c'est une question là, déjà. c'est clair. Alors en fait, C'est pas- C'est je pour dirais- ça, c'est qu'est-ce que tu préfères comme profil de joueur Pour ses qualités de box-to-box, on l'a dit, il est beaucoup Ah ouais. plus mobile, il se projette plus. Évidemment, Zambo Anguissa, c'est vraiment pour moi un stabilisateur, Tchouaméni. Mais pour moi, ils sont très complémentaires. C'est-à-dire que les deux ensemble, Tchouaméni avec un Zambo Anguissa à côté, je pense que le milieu de terrain adverse, il est en grande difficulté. Autant pour l'impact physique, l'intelligence de jeu, le placement, la passe longue, courte et les frappes de balle. Technique, ouais. Franchement, les deux, enfin, je veux dire, moi, Zambo Anguissa, c'est pour ça qu'il me bluffe. On a dit les Le jeu qualités de tête techniques. aussi, Zambo Anguissa. Ouais, il a bien un sûr. très bon Zambo Mais Anguissa. techniquement, la confiance qu'il a pris en lui, Zambo Tchouaméni Anguissa, aussi, il est bon. c'est plus le même joueur qu'à Marseille. À Villarreal, il a déjà beaucoup progressé. Et là, à Naples, depuis 3 saisons, c'est une référence. Avec Lobotka au milieu de terrain, les deux, ils sont quasiment indéboulonnables. Donc, on est quand même sur 2 très très bons joueurs et c'est pas facile de. Ils auraient pu jouer ensemble si Tchouaméni avait choisi, avait choisi le Cameroun. Exactement. Il a choisi la France, donc peut-être qu'ils s'affronteront ultérieurement. On va avancer, on va passer donc à la chronique face à face. Donc face à face, ça a été introduit la semaine dernière. Donc la dernière fois, c'était entre moi et Désiré sur la VAR. Pour rappeler rapidement, donc là aujourd'hui, ce sera entre Stéphane et Désiré toujours. Vous avez 2 minutes pour exposer votre avis. Peut-on être une légende africaine sans gagner la CAN ? Donc on attend tous votre réaction aussi. Est-ce qu'on peut être une légende africaine sans gagner la CAN ? Désiré, oui. Stéphane, non. Vous avez 2 minutes pour nous convaincre. On va commencer par toi, Désiré. Ok, d'accord. Alors juste, est-ce que je peux voir le chrono? Ok, Le parfait. il est juste là. Voilà, donc oui, parce que ça voudrait dire tout d'abord que George Weah n'est pas une légende en Afrique. Alors pour moi, on peut devenir une légende africaine grâce à des accomplissements en club, la façon dont on impacte le football et l'esprit des gens. Revenons sur Weah, c'est le Ballon d'Or 1995, c'est le seul joueur de nationalité africaine et premier non-européen à avoir remporté cette récompense. Double champion d'Italie avec l'équipe du Grand Milan AC dans les années 90. Dans le championnat le plus relevé de l'époque, il a aussi été élu plusieurs fois joueur africain de l'année. En un mot, légendaire. Sans oublier qu'avec son équipe nationale du Libéria, il était tout bonnement impossible de gagner la CAN. Donc il n'a jamais eu une équipe assez compétitive pour remporter justement la CAN. Sinon, ce serait dire le contraire, ce serait justement être de mauvaise foi. Ensuite, on peut gagner une CAN et ne pas être forcément considéré comme une légende africaine. Déjà, c'est une compétition qui se déroule tous les 2 ans, contrairement à la Coupe du Monde tous les 4 ans, ce qui fait que c'est une compétition qui n'a pas de rareté, qui est très souvent, justement, qui se déroule très souvent. Et le nombre de joueurs ayant remporté cette coupe, la récurrence de cette compétition enlève ou atténue justement ce côté légendaire. La Zambie a remporté la CAN en 2012. Est-ce que vous vous souvenez des joueurs des Zambiens? Non. Par contre, on se souvient de leur sélectionneur Hervé Renard. Voilà, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, que pour gagner une CAN, ça ne fait pas d'un joueur une légende s'il ne reste pas dans la mémoire collective. Même sans aller plus loin, ça voudrait dire que Jérémy Boga, Christian Kouamé, ou encore Jean-Philippe Brasseur, vainqueur de la dernière CAN avec la Côte d'Ivoire, sont des légendes africaines? Certainement pas. Donc pour moi, c'est insuffisant pour déterminer justement qui est une légende africaine. Et je dirais que c'est trop réducteur. Et pour finir, je dirais à l'inverse, que pour gagner une CAN, justement, si on gagne une CAN, on n'est pas une légende forcément africaine. Voilà, donc c'est là-dessus que je terminerai. Et j'ai fait exprès de ne pas citer Didier Drogba, parce que pourquoi? Parce que lui, il avait l'effectif pour gagner justement la Coupe d'Afrique. Voilà. Ok, tu m'offres 5 secondes, merci à toi. Alors là, franchement, il m'a pas mal convaincu. Il y a eu quand même des très très bons arguments. Ouais, mais Stéphane? il t'a convaincu, sauf qu'il a dit complètement le contraire de ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire qu'effectivement, personne n'en doute que tu peux gagner une CAN sans être une légende, bien sûr. D'ailleurs, il y en a plein qu'on ignore. Moi, je trouve que, en fait, tout à la base, tout est dans la définition qu'on donne au mot légende. Simplement la définition qu'on attribue à ce mot. Pour moi, une légende, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel, d'énormissime et tout. Et c'est compliqué. Il peut y avoir des exceptions. Je me pose la question, moi, par exemple, pour George Weah, est-ce que c'est une légende moi, je me pose la question personnellement, est-ce que c'est une légende du football africain? Si on dit que oui, je vais dire que c'est l'exception qui confirme la règle, quoi. Sinon, les plus grandes légendes, je crois que Lucas, tu t'as prévu de nous parler de Roger Mila, par exemple, tout à l'heure, Samuel Eto'o, des joueurs qui sont pour moi des énormes légendes du football africain, que quasiment tous les gamins aujourd'hui de 12 ans, 15 ans connaissent. Ils ont tous gagné la CAN. C'est pas forcément qu'ils doivent gagner la CAN pour être une légende. C'est-à-dire que quand tu es une légende, de toute façon, tu as un tel aura, tu as une telle domination sur le foot de ton continent, que forcément,
tu joues. Maintenant, ça arrive effectivement. Haaland, par exemple, sera un très très grand joueur, peut-être pas une légende du football européen. Il gagnera très probablement jamais la Coupe du Monde avec la Norvège, quoi. Je veux dire, mais ça n'empêche pas que, pour revenir à ces Africains, je pense que c'est très compliqué d'être une légende, considérée comme une légende, sans jamais avoir gagné la CAN. Parce que ça implique plein de choses sur ton aura, sur ton charisme, sur l'équipe dans laquelle tu es, sur ta domination que tu as sur le football. Moi, encore une fois, Weah, peut-être on le met au titre d'exception, mais moi, je me pose la question de savoir si c'est vraiment une légende par le charisme, certainement, mais pas forcément uniquement par les performances, quoi. Donc, en tout cas, collectif, et je rappelle que le football, c'est quand même un sport collectif avant toute chose, hein, donc c'est pas que un sport individuel. Pareil, tu m'offres 5 secondes. Franchement, débat passionnant. Très rapidement, parce qu'on va avancer très rapidement. Votre avis, Léo, Lucas, oui ou non, est-ce qu'on peut être une légende africaine sans gagner la CAN? Oui, on peut l'être. Oui, on peut l'être. Lucas? Oui, moi globalement, je décorrèle Sans trop totalement. développer. Je décorrèle totalement le palmarès du statut de légende. Donc oui, je pense que même avec peu de titres, on peut être une légende. Vous vous demandez sans doute mon avis. Je suis présentateur aujourd'hui, donc je ne vais pas le dire. Mais en tout cas, on a hâte de voir le vôtre. Est-ce que vous êtes plutôt Team Stéphane, où non, on n'a pas besoin d'être une légende africaine pour gagner la CAN, ou plutôt Team Désiré, où oui, on en a besoin? Non, c'est l'inverse, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On va avancer. Chronique Crack Légende de Lucas, juste après. Lucas, tu vas nous parler aujourd'hui de Roger Mila. J'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé. Roger Mila, Donc, le vieux lion, celui qui a fait découvrir le Makossa au monde entier un soir de juin 1990. Alors, Roger Mila, il est né à Yaoundé en 1952 et il est formé à l'Éclair de Douala, où ses qualités de buteur font déjà merveille. Ensuite, il rejoint les Léopards de Douala, avec qui il est 2 fois champion du Cameroun. Et ensuite, il rejoint le grand club du Cameroun, le Tonnerre Yaoundé, avec la même réussite, puisqu'il remporte la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1975, puis déjà le Ballon d'Or africain en 1976. C'est à l'âge de 26 ans qu'il découvre le football hexagonal. Il va d'abord à Valenciennes, Monaco et Bastia. Et c'est des clubs dans lesquels il était un petit peu négligé. Lui dira qu'on l'a jugé sur les apparences, que les grands clubs n'ont pas cru en lui. Et on remarque que notamment à Monaco, il marque beaucoup en rentrant en jeu, mais qu'effectivement, il n'est pas souvent titulaire et qu'il n'a pas vraiment sa chance. Du coup, n'ayant pas réussi en Ligue 1, il se tourne vers la Ligue 2. Il va jouer à Saint-Etienne, puis à Montpellier. Et c'est à Montpellier que ça commence vraiment à marcher pour lui. Son duo avec Laurent Blanc, qui à l'époque était numéro 10, fait des étincelles. Il, du coup, monte en première division avec Montpellier. Et sa deuxième année, ils arrivent même à la 3e place du championnat de France en mettant un petit peu des raclés à toutes les grosses équipes du championnat. Donc c'est un peu l'équipe frisson. Il marque une 15aine de buts, c'est le meilleur buteur de son équipe. Et c'est là qu'il accède tardivement à la reconnaissance, en tout cas dans l'Hexagone. Après Montpellier, il va vers une fin de carrière un petit peu plus tranquille, puisqu'il va d'abord jouer en régional à La Réunion. Il revient au Tonnerre de Yaoundé et ensuite il finit par jouer par divers clubs indonésiens. Mais en ce temps-là, c'est plus un club qui va marquer le monde, c'est avec la sélection camerounaise. Puisque en plus d'avoir gagné 2 CAN en 84 et en 88, il va disputer 3 Coupes du Monde avec le Cameroun. Et si en 82, le Cameroun est éliminé dès les phases de poule sans perdre de match, il n'a pas marqué les esprits, ça change dès 1990. Le Cameroun atteint les quarts de finale et Roger Mila marque 2 doublés décisifs en poule contre la Roumanie, puis évidemment en 8e de finale pour éliminer la Colombie. Enfin, en 1994, malgré la défaite 6-1 contre la Russie, Roger Mila, il devient à 42 ans et 39 jours le joueur le plus âgé à inscrire un but en Coupe du Monde, record qui tient toujours. En 2007, la CAF désigne Roger Mila comme meilleur joueur africain des 50 dernières années, une récompense méritée pour un joueur qui a largement été sous-coté en Europe, mais dont les performances avec la sélection camerounaise sont absolument sans débat. On trouve un petit peu des chiffres contradictoires sur les statistiques exactes de Roger Mila avec le Cameroun. C'est environ une 40aine de buts pour 70 sélections. Et surtout, voilà, comme on l'a dit, dans les moments importants, il a été là. 3 Coupes du Monde jouées avec le Cameroun et une
un impact très important sur le football africain, puisque c'est la première sélection qui avait été en quart de finale d'une Coupe du Monde. À l'époque, il n'y avait que 2 nations qui étaient qualifiées. Donc il a popularisé le Makossa et le foot à travers l'Afrique. Et surtout, il a montré que c'était possible de faire jeu égal avec des nations d'Europe, d'Amérique du Sud et de gagner en laissant son nom dans l'histoire. Voilà. Pour toutes ces raisons, évidemment, Roger Milla est une légende. Et comme les chiens ne font pas des chats, on va faire un petit clin d'œil à son fils, Germain Milla, 19 ans, qui évolue avec la réserve du Celta Vigo et qui commence peu à peu à faire son trou et qui, on l'espère, on le verra bientôt en équipe première. Merci Lucas, c'est toujours très très bien raconté, de manière très passionnelle et passionnante. Je vais faire comme l'excellent Malik, je vais vous demander un mot, juste pour ce que vous pensez de Roger Milla. Qu'est-ce que ça vous évoque, Désiré? Bah, déjà, forcément, ouais, c'est un joueur légendaire. Et puis sa Coupe du Monde 90, énorme. Franchement, une performance comme ça à cet âge-là, franchement, ça c'est. Il avait 38 ans, ouais, en 38 ans, voilà. 38 ça, puis 42, c'est ce ouais. qui m'a Ok, marqué. donc Vraiment. Coupe du Monde 90. Voilà. Toi, Léo? Moi, je pense que c'est un peu pareil. Hein. Je ne l'ai pas vécu, mais effectivement, les premières images que j'ai de Roger Milla, c'est sa Coupe du Monde 90. Comme Lucas vient de le rappeler, à 38 ans, c'était absolument fou de faire ça. Aujourd'hui, c'est plus commun pour des joueurs plus vieux de performer, mais à cette époque-là... Il reste le plus vieux, je te t'interromps, excuse-moi, il reste le plus vieux joueur de champ à avoir disputé une Coupe du Monde. Il a été battu par des gardiens, mais les joueurs de champ, ça reste le plus vieux à 42 ans, passé à avoir joué une Coupe du Monde. Bah, CR7 va le dépasser alors. Sans doute. En Et- 2000, combien 2026, parce qu'il a déjà Il a 40 ans. 40 ans. Il aura 41. Ouais, non, il C'est en aura 85, 41, il aura 41. Il ne peut pas le battre. Ah oui, c'est vrai. Ouais, 40. le battre. Et toi, Stéphane, bah, toi, tu as vu les Coupes du Monde. Raconte-nous ce que tu as vu. Ben, moi, je vais, Très rapidement. moi, Roger Milla, pour moi, c'est la Coupe du Monde 82. Ok, alors qu'il ne gagne aucun match. Non. 3 matchs nuls. Justement, parce qu'il y a 3 matchs nuls, mais dans cette Coupe du Monde 82, si vous la regardez bien, l'Italie n'aurait jamais dû passer la phase de poule. Parce qu'il y a un match, je crois que c'est Italie-Cameroun, ou je ne sais pas si c'est Italie-Cameroun, non, c'est pas Cameroun. Si, bien sûr. Bref, en tout cas, il y a un match où il y a un but qui est refusé pour hors-jeu à Roger Milla, ou au Cameroun, et qui normalement était complètement valable. Et avec ce match, et c'est une poule où ils font tous match nul. Exactement. C'est des calculs. Victoire à 2 points à l'époque, voilà, ouais. c'est plus compliqué. Donc j'ai souvenir de cela, mais effectivement, c'était incroyable. Et pour tout dire, effectivement, Alexandre, je vais vous en dire une belle. C'était, moi, je me souviens, parce que le 29 juin 1990, j'étais en voyage de noces en Tunisie et je trouvais des prétextes hallucinants pour regarder les matchs de foot, quand même dans ma chambre d'hôtel. Ok, ça marche. Et il y avait Roger Milla. Merci à toi, en tout cas, Lucas. Avec On va plaisir. terminer cette émission avec la chronique de Désiré. Prochain contrôle. Donc Désiré, quels sont les enjeux footballistiques à venir? Alors oui, très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors pour demain, ça sera la clôture de la phase de qualification pour la Coupe du Monde Zone Afrique. Et il y aura 2 situations de groupe à observer particulièrement. D'abord, la situation du groupe I avec les matchs du Gabon-Burundi. Côte d'Ivoire-Kenya, il faut savoir que le Gabon et la Côte d'Ivoire se tiennent en seulement 1 point. La Côte d'Ivoire a 23 points et le Gabon a 22 points. Donc c'est simple, pour les coéquipiers d'Aubameyang, s'ils veulent absolument se qualifier, il faut espérer un faux pas de la Côte d'Ivoire et dans le même temps s'imposer. Ça va être compliqué parce qu'en plus, Aubameyang, leur buteur, sera absent à cause de son exclusion. Ensuite, justement, la situation du groupe du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Bénin. Les 3 équipes se tiennent en seulement 3 points. Le Bénin a 17 points, l'Afrique du Sud 15 points et le Nigeria 13 points. Alors il faut des concours de circonstances particulières justement pour que chaque équipe se qualifie. Alors c'est simple pour le Bénin, ils ont leur destin entre leurs mains. Il suffit juste de s'imposer ou alors même de faire un match nul tout en espérant que l'Afrique du Sud ne s'impose pas justement contre le Rwanda. Et le Nigeria par contre doit espérer un double faux pas, c'est-à-dire déjà il faut qu'eux-mêmes ils battent le Bénin et ensuite que l'Afrique du Sud aussi ne remporte pas son match face au Rwanda. Ça marche. Merci à toi, Désiré. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, ce sera avec Malik normalement. Moi, je serai à ma place de chroniqueur. Merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous souhaite une très très bonne soirée.